On va pouvoir commencer. Bonsoir et bienvenue à tous à la 4e conférence des rencontres de la Sorbonne, en collaboration avec le Carreau du Temple, sur le thème de l'art et la migration. Nous avons décidé de réfléchir avec vous ce soir sur la création artistique dans le processus migratoire et sur la manière dont est traitée la question de la migration par des artistes contemporains l'ayant vécu. Ces migrations, subies ou choisies, font souvent l'objet de représentations dans l'art. Comment les envisager? Elles peuvent être analysées comme des pratiques exutoires ou comme des témoignages. Il sera intéressant de se questionner sur la forme artistique que prennent ces représentations. Nous laisserons nos invités présenter des pistes de réflexion à ce sujet en présentant leur travail. Nous nous sommes particulièrement intéressés à l'impact que la migration peut avoir sur la création artistique. Influence-t-elle le travail des artistes ayant vécu la migration? Et si oui, comment? Leur travail est-il alors engagé? Engagé dans le sens où ils montrent la migration, ou au contraire, est-ce qu'ils s'en affranchissent? Les artistes migrants craignent-ils d'être réduits à ces représentations et ce thème? Enfin, il sera important de réfléchir à la pertinence de la représentation de la migration par l'art. Pourquoi choisir le médium de l'art pour parler de la migration? Et qu'est-ce que cela permet? Tout au long de la conférence, vous pouvez poser vos questions dans l'espace dédié sur Zoom. Elles seront sélectionnées et nos intervenantes y répondront en fin de conférence. Nous accueillons ce soir Maria Alcala. Bonsoir. Nous avions particulièrement à cœur que vous soyez avec nous ce soir. Vos recherches portent sur les pratiques photographiques de réfugiés et demandeurs d'asile syriens en France. Vous vous intéressez, dans le cadre de votre thèse, aux interactions entre pratiques photographiques, représentation et processus migratoire. Merci de votre présence ce soir. Merci beaucoup à vous de l'invitation et merci à tous et toutes les participants et merci Koubra aussi de partager cette soirée avec moi. Bonsoir Koubra Academy. Vous êtes une artiste, performeuse et féministe d'origine afghane, anciennement membre de l'Atelier des artistes en exil et résidente à la Cité internationale des arts. Vous avez étudié les beaux-arts à l'Université de Kaboul avant d'intégrer l'Université de Beacon House à Lahore, au Pakistan. Après l'exécution de votre performance, connue sous le nom de l'Armure, en 2015, vous avez été forcé de fuir votre pays d'origine et êtes désormais réfugié en France. En 2016, vous avez reçu une bourse MFA au Panthéon et Audrey Azoulay, ministre de la Culture, vous a élevé au rang de chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Depuis 2020, vous êtes en résidence à la Fondation Fiminco. Merci d'être avec nous ce soir. Au cours de cette rencontre, nous nous attacherons tout d'abord à vous présenter nos deux intervenantes, leur parcours et leurs liens avec la thématique de notre conférence. Nous passerons ensuite à des questions mêlant toujours création et migration et nous entamerons une réflexion plus large sur la création artistique. Bonsoir Maria Alcala. Bonsoir. Bonsoir. Nous aimerions savoir comment a émergé votre thèse et comment en êtes-vous venue à travailler sur les interactions entre pratiques photographiques, représentation et processus migratoire. Pourquoi ce sujet vous parle-t-il particulièrement? Ok, donc merci beaucoup pour cette question. Je vais me permettre un petit détour biographique puisque les recherches sont très liées à nos parcours de vie et c'est le cas dans ma recherche. Donc, je crois que vous et aussi toutes les personnes qui sont dans l'audience peuvent entendre un accent qui n'est pas un petit accent, il est un énorme accent. Donc, je suis vénézuélienne et je suis ici en France depuis 2013. J'ai fait 2 migrations en 2 moments, donc des séjours dans 2 pays étrangers à 2 moments différents. Entre 2003 et 2005, j'ai habité au Canada pendant 2 ans. Et à ce moment-là, bon, si vous imaginez 2003 à 2005, et il n'existait même pas Skype, etc. Donc, il y avait toute une série de technologies de l'information et de la communication qui n'étaient pas disponibles pour des personnes qui étaient dans ma situation. Donc, à ce moment-là, pour communiquer avec mes proches, j'utilisais surtout
il existait déjà des chats, donc on utilisait des chats et j'utilisais des petites cartes téléphoniques qu'on grattait pour avoir un code et pouvoir appeler. Donc ça, c'était 2003-2005. Après, en 2013, je suis arrivée ici après des études à l'université et pour m'éloigner d'une situation qui commençait à être compliquée au Venezuela. Et à ce moment-là, j'ai eu mon premier smartphone. Quand j'étais au Venezuela, il me semblait que ça a été un peu dangereux. Il a un problème sérieux de délinquance au Venezuela. Donc, moi, je ne voulais pas me exposer au risque d'avoir un téléphone portable intelligent. Et à ce moment-là, je suis venue ici et j'ai acheté mon premier smartphone et j'ai commencé à communiquer avec mes proches d'une façon toute différente que ce que j'avais connu en 2003 et 2005. Et à ce moment-là, j'ai découvert les rôles qui jouaient les photographies dans ces pratiques, dans ces maintiens du lien et aussi dans tout ce processus de faire sens de mon expérience en tant que vénézuélienne en France. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc, j'ai fait des recherches auprès de la population latino-américaine, spécifiquement ou plus spécialement auprès des jeunes filles au pair et jeunes hommes au pair qui venaient de plusieurs pays d'Amérique latine. Et en 2015, quand c'était le moment de préparer mon projet de thèse, donc 2015, c'est entre autres l'année où les médias ont publié la photo de Aidan Kurdi, donc de ces petits enfants qui étaient retrouvés échoués sur la plage. Et c'était une année qui était particulièrement importante pour la représentation des migrations dans les médias et la représentation aussi du conflit syrien, de la révolution syrienne et du conflit syrien. Et c'est comme cela que tout s'est engrainé, tout s'est tissé ensemble pour construire mon projet de thèse. D'accord. Pouvez-vous nous parler de vos recherches, notamment sur les pratiques photographiques des migrants dans leur vie quotidienne? Tout à fait. Donc, je vais commencer par définir qu'est-ce que c'est une pratique photographique. Et pour cela, je vais m'appuyer sur une des références qui est importante pour moi dans mon travail, qui est la référence de Gillian Rose. Je peux peut-être oui, je vais l'écrire sur le chat. Gillian Rose, qui est une géographe et qui est une chercheure très importante pour les études visuelles. Et elle a écrit un livre qui est aussi sur les pratiques photographiques, mais sur les pratiques photographiques des photos de famille. Okay? Son livre s'appelle Doing Family Photography. Je vais l'écrire aussi. Comme ça, vous savez les références. Voilà. Donc, dans ce livre, elle va définir qu'est-ce que c'est une pratique. Et je vais me permettre de vous lire la citation. Donc, une pratique est une façon assez cohérente de faire quelque chose, de déployer certains objets, connaissances, gestes corporels et émotions. Et Gillian Rose nous dit aussi que c'est à travers les pratiques que les relations sociales et les institutions ont lieu et que les positions subjectives et les identités sont exécutées. C'est-à-dire que Gillian Rose nous dit que nous sommes ce que nous pratiquons, n'est-ce pas? Et donc, elle va ensuite parler des pratiques photographiques, surtout des pratiques photographiques des photos des familles. Et elle va identifier plusieurs opérations. Donc, moi, je me suis inspirée de ces opérations décrites par Gillian Rose, et j'ai ajouté d'autres opérations. Donc, il y a des opérations de prise de vue, des retouches, d'affichage, des partages, d'effacement, d'archivage et des regards. Et donc, en prenant tout cela, je vais définir les pratiques photographiques comme des façons répétées et assez cohérentes de prendre, de retoucher, d'afficher, de partager via différentes plateformes et logiciels, d'effacer, d'archiver et de regarder des photographies à l'aide de dispositifs divers et variés.
Okay? Donc, ça, c'est un peu le quoi de ma recherche. Qu'est-ce que j'ai étudié? J'étudie les pratiques photographiques des demandeurs, demandeuses d'asile et des réfugiés syriens et syriennes qui sont arrivés en France depuis 2011. Et la question centrale qui va animer ma recherche doctorale est la suivante. Donc, j'essaie de comprendre dans quelle mesure et de quelle façon les pratiques photographiques des demandeurs d'asile et des réfugiés syriens et syriennes qui résident en France depuis 2011 vont moduler, vont transformer, vont changer leur processus migratoire. C'est-à-dire, qu'est-ce que les pratiques photographiques font à la migration? D'accord. Et pouvez-vous nous parler des entretiens que vous avez menés avec des migrants qui documentent leur traversée par la pratique photographique? Oui, effectivement, j'ai mené des entretiens, donc je mène avec mes enquêtés 2 types d'entretiens. Donc, je commence par des entretiens de ce qu'on appelle des récits de vie ou des entretiens biographiques parce qu'il est très important pour moi de ne pas aplatir la complexité de la biographie de ces personnes. Donc, il est important pour moi de comprendre qui étaient ces personnes avant. Et dans un deuxième temps, j'ai fait un autre entretien qui va porter plutôt sur les pratiques photographiques depuis que les personnes ont quitté la Syrie. Donc, ça peut être des photos des traversées ou ça peut être des photos une fois que les personnes sont ici. Et donc, ce qu'on voit, c'est comment ces photos vont aider, par exemple, à garder des liens avec les proches, mais aussi à servir des fins très pratiques. Par exemple, avoir un document dont on aura besoin dans les moult démarches qu'on doit faire quand on arrive en France, ou par exemple, signifier la continuation de son engagement politique ou faire sens des expériences et des sentiments qu'on est en train de vivre. C'est un peu ça. Donc, ce n'est pas seulement des photos de la traversée, c'est des photos d'un processus tout entier. D'accord. Vous m'avez parlé de l'importance de ne pas essentialiser les publics migrants ni les pratiques des migrants. Pouvez-vous nous en dire plus? Tout à fait. Et pour cela, il y a beaucoup de problèmes dus au fait qu'on soit à distance, c'est beaucoup moins convivial, mais ça a quelques avantages. Et un des avantages, c'est que je peux m'appuyer sur la bibliothèque que j'ai ici. Donc, je vais vous montrer ces livres-là. Vous pouvez peut-être les voir. C'est un livre qui était dirigé par Tristan Madlar, qui est une des personnes qui a le plus travaillé sur les pratiques médiatiques dans des situations de migration et des populations diasporiques. Donc, il y a ces grands ouvrages qui s'appellent, j'ai dit grand parce qu'il est bien et aussi parce qu'il est grand. Voilà, donc il s'agit d'un livre qui s'appelle Médias et migration dans l'espace euro-méditerranéen. Donc, dans ce livre-là, en plus d'avoir été dirigé par Tristan Madlar, il va mener une enquête avec, je vais vous dire ça, Eliamine Setoul et Karima Aoudia. Et eux trois ont mené des enquêtes sur les pratiques des migrants et migrantes. Je ne veux pas détailler la recherche. En tout cas, ce qui m'importe de cela, c'est que Tristan Madlar et ses autres auteurs vont nous mettre en garde contre les dangers de essentialiser la position des migrants et migrantes, c'est-à-dire de les considérer comme des personnes qui n'existeraient qu'en tant que migrants et migrantes et qui n'auraient pas d'autre type ni d'identification sociale, ni de liaison, etc. Pour vous donner quelques exemples, à un moment donné, il y a eu l'explosion de ce qu'on a appelé les études diasporiques en sciences de l'information et de la communication et en sociologie. Et donc, toutes ces recherches avaient comme point commun parfois la célébration, mais en tout cas la description de l'usage
des médias et l'usage des technologies de l'information et de la communication par les migrants et migrantes comme une façon d'entretenir des liens transnationaux avec les proches. Donc, ce qui a été dit par des personnes comme Tristan Madar, mais aussi des personnes comme Kevin Robbins et Asu Aksoy, c'est qu'il est important de considérer aussi les migrants et migrantes, donc des personnes qui ont eu un parcours migratoire, comme des publics ordinaires et comme des pratiquantes ordinaires. C'est-à-dire des personnes qui ont des usages communs à une personne qui n'aurait pas fait une migration, qui n'aurait pas vécu une migration. Donc, moi, je suis cette trajectoire-là, moi, je suis cet héritage. Il me semble qu'il est très important de ne pas aplatir, de complexifier, si on peut donner une métaphore, de voir vraiment les 3 dimensions des personnes. Et en même temps, moi, j'ai dit que les personnes qui ont vécu une migration ou les migrants, migrantes, sont en même temps des publics ordinaires et des personnes qui ont des pratiques ordinaires. Et en même temps, ce sont des publics spécifiques et des personnes qui font des pratiques en ayant vécu une rupture biographique, c'est-à-dire un point d'inflexion dans leur vie qui va avoir des effets, des conséquences, et qui va avoir aussi des effets, des conséquences sur leur pratique et sur leur usage des technologies de l'information et de la communication. D'accord, merci pour votre réponse. Nous avons donc bien compris ce problème d'essentialisation. Mais qu'en est-il du travail des artistes? Cobra Academy, sous quel angle abordez-vous l'impact de la migration sur votre travail? Considérez-vous que votre vécu de réfugié politique a influencé votre création artistique? Merci. Pour moi, la migration elle-même, où elle est dans mon travail, ou comment moi-même je le vois, c'est tout d'abord, il faut que je dise qu'en tant qu'artiste, moi, mon travail en général, c'est un travail très personnel. Dedans, il faut que moi, je me présente toujours qui je suis et je viens d'où, mais tous les facteurs majeurs est très important. Tout d'abord, bien sûr, quand les gens me voyaient, avant que moi-même je me présente ou montre mon travail, je suis une femme. Mais pour moi, personnellement, d'être une femme qui vient d'où et surtout quel moment, quasiment, j'ai quel âge, je veux dire. Mais le contexte est très important. Et pourquoi? Parce que ça donne un univers d'où mon travail. Mais à la base, ce n'était pas mon intention. Je parle lorsque je suis un artiste très jeune, ça fait pas très longtemps que je le pratique, mais autrement, j'étais artiste tout le temps. J'étais toujours, même à la maison, je suis en train de dessiner, je me disais moi-même, je me voyais toujours artiste, mais je suis née quand, où, ils sont des questions très importantes. Je l'ai compris que ça a été ce qui m'ont les choses qui sont fondamentales, les questions plus fondamentales de mon travail, en tout cas pour moi-même, c'est d'être née en Afghanistan. Mais aussi, je suis née pendant la guerre afghane soviétique. Et du coup, à cette époque-là, ma famille, elle habitait à Kaboul. Mais Kaboul était la capitale, le centre de guerre. Donc, à cette époque-là, ma famille, ils ont fui la guerre. Ils sont s'installés en East Iran. Et où je suis née, et place mes soeurs et frères. Donc, et vous voyez, avoir la guerre derrière toujours, et après la guerre, suite à la guerre, on est entré dans le régime taliban. Et à ce moment-là, ma famille, ils ont réimmigré cette fois à Pakistan. Donc,
d'être l'immigration et vivre, d'être réfugié n'est pas quelque chose de nouveau pour moi. Que je suis, par exemple, depuis 2015, je suis arrivée en France et que ça apparaît dans mon travail et je suis en train de travailler dans mon pratique artistique avec les sujets qui, qui dit des sujets autour de migration, d'être immigrant, d'être artiste et tout. Mais c'était quelque chose que j'ai eu toujours. Donc, d'être réfugiée est mon identité, autant que d'être une femme, autant que d'être afghane. Donc, c'est assez important pour moi à dire aussi. Voyons que c'est des gens sans dire, ça apparaît dans mon travail. Donc, voilà, c'est mon identité. D'accord, autant qu'être artiste. Exactement. Donc, vous êtes arrivé en France en 2015. Donc, pouvez-vous nous parler de votre performance, l'Armure, que vous avez justement réalisée en 2015 et qui vous a forcé à fuir votre pays? Je parle de cette performance, vous voulez dire? Oui. C'était une de mes performances que j'ai fait dans mon pays, mais c'est que je l'ai réalisée en 2015, justement 20 quelques jours avant d'arriver en France. C'était une performance que je appuie sur mon français n'est pas très bien. J'essaye. J'essaye toujours. Et malgré c'est mon travail, je peux l'expliquer dans toutes les manières. Mais cette travail, cette performance où je porte un costume qui est, comme il s'appelle armure, c'est une armure que je porte sur mes vêtements. Je ne suis pas nue. Et je porte sur mes vêtements, vêtements normaux, vêtements où j'ai eu... normalement à ce journée-là. Donc, la performance était destinée de faire une marche dans un lieu un peu challenging pour la femme et un peu connu, réputé, dangereux et avec beaucoup de monde, très fréquenté, mais un lieu qu'on voit c'est un espace pour les hommes. Donc, j'ai fait une marche, j'ai porté mon armure, j'ai marché et je l'ai fini. Donc, mais suite à cette performance, un peu qui a... ce que je n'ai pas entendu, que ça devient un peu... ça crée problème pour moi à vivre. Après ça, et un peu d'être acceptée en tant qu'œuvre d'art qu'un acte totalement politique en tant qu'anti-religieux, ce genre de... La critique qu'elle a eue, c'était quelque chose que je n'ai pas attendu. Donc, suite à ça, je suis exilée, je suis en France et désormais, je travaille ici. D'accord. Donc, vous êtes arrivée en France et aujourd'hui, être artiste migrante, est-ce que vous le considérez comme une catégorie enfermante? Les gens, pour moi, non. C'est très clair pour moi. Non, pas du tout. Si je suis une femme, est-ce que c'est enfermé? Je ne me considère pas homme. Je ne vis pas dans un corps d'un homme. Pour moi, c'est un peu ridicule. Mais je ne vais pas dire ça, mais c'est mon sentiment, je voulais dire. D'être enfermé, d'être dans un box d'immigrants et tout, bon, c'est mon identité. Ça ne me gêne pas du tout. C'est pas quelque chose de négatif, mais les gens, quand ils posent la question, ça me donne un peu réflexion. Qu'est-ce que c'est d'être immigrant? Est-ce que c'est... donc, non. Donc, c'est ce qui vous définit.
Et est-ce que parler de la migration dans votre travail est devenu nécessaire après ce que vous avez vécu? Euh, Performance après? hmm, euh, depuis, on dit, je dis, si je parle de mon travail, Mhm. euh, dès que dès que je travaille en tant qu'artiste, comme les gens disent, pas moi-même, et, j'ai traité ce genre de sujet autour de ce que j'ai vécu. Donc, à la base, ce n'était pas intentionnel, mais c'est en train de devenir par eux-mêmes, en train d'apparaître dans mon travail. C'était 2013. La première performance dans l'espace public que j'ai fait, c'était au Pakistan, à Lahore. C'était, j'ai mis, enfin, dans cette performance, je l'explique, au milieu d'une autoroute, je crée enfin, je crée une sorte de chambre. J'ai pris les petites choses dans ma chambre, dans une chambre vraie, et je m'installais au milieu d'une autoroute. Et l'idée, c'est de faire les gestes très banals, très simples qu'on vit dans la vie quotidienne. On boit de thé, on boit de l'eau, on lit, on s'allonge, on assiste, on fait des petites choses. Et ça a été l'idée de l'exposer au milieu d'un espace extrêmement différent. Mais il faut que ça soit au milieu il faut que ça soit au milieu d'une autoroute hein, où il y a une dynamique tellement différente et, euh, pour accentuer la, enfin, l'importance de ce genre de choses qui se passent dans notre vie quotidienne, qui sont banales, et en fait, ils sont très importantes. Et pour moi, après faire ça, un peu, je me réfléchissais que mon propre sentiment avec ce travail, quand je l'ai fini et tout, et je me disais que ça a été notre vie, je voulais dire, avec ma famille, on s'installe dans un nouvelle ville ou un autre endroit qui n'est pas ton pays, mais tu vis parce que comme j'ai entendu constamment que c'est pas notre terre, c'est pas notre pays, par mon père, qu'on n'achète pas une maison, on ne sait pas si on est ici. C'est toujours ça, mais en même temps, la vie toujours continuer parce que moi j'ai 9 frères et sœurs. Mais tout d'abord, il faut que si mes parents, ils ont disaient qu'on ne vit pas, mais on ne vit pas ici, ça veut dire il faut qu'on parte. C'est pas pour toujours. Il n'y a aucune garantie, c'est pas ton territoire, il faut que tu partes. Mais en même temps, on vit, il avait été l'amour de vie où donc, mais quand même, on vit avec les petites choses, ce qu'on a eu, malgré la situation de guerre, ou dans enfin, aujourd'hui, qu'on voit que les gens, ils prennent par exemple plus d'un an, quasiment 2 ans, un immigrant qui se déplace depuis Afghanistan jusqu'à arriver en Europe. En Europe, ça prend énormément de temps et qu'est-ce qui est garanti dans le chemin. Donc, tout ça, pour moi, c'était un peu de réfléchir que quand on perturbe un espace, comme moi-même dans cette performance, quand je l'ai fait, juste pour un peu dire qu'est-ce qui se passait dans cette performance, quand je l'ai fait, au bout d'un 40-45 minutes, moi, je veux dire, moi d'une heure, un police qui est arrivé, elle m'a arrêté. Elle m'a dit que dans la ville, tu as fait un grand embouteillage, tu as bloqué toute la ville, ce qui est après cette fois-là. Donc, ça a été tout quelque chose que dans le performance elle-même, ce qui avait passé et ça n'était pas l'intention ou il y a le parti que ça va venir dans la performance. Donc, si je voulais ou même ne vous pas, ça apparaît dans mon travail. D'accord.
Expérience de vie. Vous avez réalisé des performances qui ont reçu un accueil assez contrasté. Et est-ce que vous vous considérez comme une artiste engagée? Considérez-vous que votre art a une portée politique? Lorsque je suis une femme, oui. Lorsque je suis une femme, oui. Et lorsque, dans mon travail, je touche ce genre de sujet que je ne devrais pas faire, mais je parle de mon culture, mon histoire, mon pays. Et donc, voilà, c'est désobéir et ça crée l'effet politique dans mon travail. Et je me considère. Ouais. D'accord, donc cet engagement féministe que vous revendiquez est donc celui d'une artiste dans sa création artistique. Mais qu'en est-il pour les autres? Maria Alcala, pour vous, le terme de création artistique dans le processus migratoire est-il pertinent? C'est une vaste question. Il me semble que la meilleure façon de répondre à cette question, c'est que il y a autant d'expériences migratoires comme migrants-migrantes, sachant qu'il y a quand même des lignes générales et des généralités qu'on peut faire. On peut monter en généralité, mais oui, il peut y avoir des créations artistiques dans la migration, mais il peut y avoir des contraires. C'est-à-dire, il peut y avoir des artistes qui étaient artistes dans leur pays d'origine et qu'à cause de la transformation dans les conditions matérielles d'existence, dans ces sentiments un peu d'instabilité et de confusion dont Kubra a parlé, de ne pas savoir comment lire les pays dans lesquels on est, ça peut aussi plutôt causer une réduction ou un arrêt des pratiques artistiques. Donc, moi, je ne m'aventure pas à émettre une réponse générale. Je peux dire ça peut aller dans les deux sens. D'accord. Et pouvez-vous nous parler de votre activité d'analyse et d'action sur des images photographiques? Donc, elle a été menée en mai 2018 avec des réfugiés et des demandeurs d'asile, avec le soutien de l'association GRS France, qui est, pour nos auditeurs, une association de lutte contre l'isolement et l'exclusion sociale des demandeurs d'asile et des réfugiés. Tout à fait. Merci pour cette question. Donc, c'était en 2018 et j'ai fait cette expérience qui était en même temps une expérience ce qu'on pourrait appeler recherche-création. Et donc, ce qu'on a fait, c'est nous nous sommes réunis 11 personnes. Donc, il y avait des demandeurs et demandeuses d'asile, il y avait des réfugiés et il y avait des salariés de l'association et il y avait aussi d'autres personnes et il y avait moi aussi. Et donc, ce que nous avons fait, nous avons analysé 2 images qui provenaient de la campagne présidentielle de 2017. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je peux vous répondre volontiers aux questions sur comment les images ont été choisies, quels sont les types d'images, etc. Mais en tout cas, ce que nous avons fait, c'est nous avons passé la matinée à analyser ces 2 images à l'aide des questions que j'avais conçues, qui étaient d'une certaine façon la traduction d'outils d'analyse visuelle, d'analyse de l'image. Donc ça, c'est une première partie. Et pendant l'après-midi, nous nous sommes retrouvés à nouveau et nous avons agi sur ces images, mais d'une façon différente. Donc, je vais vous expliquer. Ce que nous avons fait, c'est nous avions des copies de ces 2 images que nous avions imaginées, que nous avions analysées. Donc, il y avait des copies en noir et blanc, il y avait des copies en couleur, et il y avait des feuilles de papier, il y avait des ciseaux, il y avait des feutres, il y avait des barres d'école, etc. Et ce que nous avons fait, c'est nous avons passé, moi je pense, 1 heure et quelques à agir sur ces images. C'est-à-dire que nous avons physiquement découpé et collé et dessiné et écrit sur ces images. Et l'idée, c'était
d'avoir une action physique, une manipulation physique de ces images qui permettrait de les casser, de les transformer en tout cas, de transformer ces images dans des récits et des représentations qui seraient plus adaptées et aux désirs et aux histoires et aux avis, aux positions politiques des personnes qui étaient présentes lors de cette expérience. C'était une très belle expérience qui était aussi possible grâce à l'aide et au soutien logistique de JRS. Et ça a dû être compliqué aussi de parler d'images qui représentent des expériences vécues et difficiles pour ces réfugiés et ces demandeurs d'asile. Donc, pouvez-vous nous parler des réactions et des prises de parole qui en ont suivi? Oui, tout à fait. Donc, il s'est passé quelque chose d'assez intéressant. Donc, il y avait 2 images, comme je l'ai dit, et moi, volontairement, j'ai voulu que les images soient assez différentes. Donc, la première, c'était une image d'un catalogue des campagnes électorales de Jacques Cheminot. Et on voyait une personne habillée, un homme noir habillé en tenue de travail, et il était autour, moi je dirais que c'était comme une sorte d'usine textile. C'était assez beau parce qu'il avait une sorte de spirale avec des fils. Et c'est une photo qui était très bien éclairée. La personne était souriante. Donc, on dirait que c'était une photo presque sortie d'une banque d'images. Et donc, en tout cas, c'était une image qui était assez paisible, etc. Et sur cette image, il y a eu une prise de parole qui s'est faite tout de suite. Et on a commencé à avoir des discussions assez intéressantes sur ce que cette image représentait, sur la place du travail dans la migration et de la migration dans le monde du travail, donc dans cette articulation. Aussi sur les faits que cette image semblait un peu fausse, faussement parfaite. Mais en tout cas, il y a une conversation qui s'est enclenchée tout de suite. Quand nous sommes arrivés à la deuxième image, il s'agissait plutôt des 2 images qui avaient été publiées dans un livret thématique de Jean-Luc Mélenchon. Et à ce moment-là, on retrouvait des images qui ressemblent plus à des choses qu'on pourrait trouver dans les médias. Donc, je pourrais vous donner des références sur la représentation médiatique des migrations, mais en tout cas, il y avait une image des sauvetages, il y avait une image d'une famille qui prenait la route, etc. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au début, il y a eu du silence. Donc, un silence presque un peu inconfortable, comme si on s'était taisé là. Et donc, heureusement, il y avait des guides, des questions qui nous permettaient de déclencher, d'animer la conversation. Et en même temps, moi, j'avais envie de connaître, de savoir pourquoi cette prise de parole elle avait été difficile, sachant que moi, dans ma tête, donc dans mon choix d'image, j'avais fait attention à ne pas choisir des images qui seraient trop violentes. Parce que j'ai fait attention au fait que ces personnes avaient pu traverser ou faire des traversées comme c'est représenté, et je ne voulais pas déclencher soit des expériences traumatiques, etc., etc. Mais en tout cas, il y a eu un silence, et quand la discussion s'est mise en route, une des personnes a dit, c'est là, il a dit, non mais ce qui se passe, c'est que moi, il y a 2 ans, j'étais dans cette image. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ces personnes avaient plus de difficultés à parler des expériences vécues et des expériences potentiellement donc très difficiles, même traumatiques. Et il y avait une autre chose, c'était que les groupes, ils étaient d'un certain point de vue très homogènes. Donc, il y avait beaucoup de personnes qui étaient très diplômées, des personnes qui avaient certaines caractéristiques, et en même temps,
il y avait des personnes comme moi et comme les salariés de JRS qui n'avaient pas réalisé une traversée, qui n'avaient pas de statut de réfugiés ou de demandeuses d'asile. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait plus de difficultés à parler librement d'une expérience qui n'était pas partagée par tout le monde. Et en même temps, la discussion s'est déclenchée, la discussion a commencé et ça, disons, cet obstacle a pu être franchi pour avoir une discussion, une belle discussion et une discussion où on a remarqué la différence, par exemple, des jugements des photos. Par exemple, juste un mini-exemple pour finir. Un des salariés ou une des personnes qui était là disait que les personnes semblaient fatiguées, semblaient prendre la route. Donc, lui, il voyait plutôt les difficultés, tandis que l'autre personne disait non, mais cette photo, elle ne semblait pas être vraie parce que les personnes qui marchent sont trop propres, parce qu'ils ont trop d'affaires, parce que... Donc, l'expérience vécue allait modifier ce qu'on regardait dans la photo et comment on l'a décodé et si on l'a trouvé fiable ou proche de la réalité ou pas. D'accord. Donc, nous avons donc bien compris que le but de l'expérience était d'écouter ce que les personnes avaient à dire. Et donc, ce qui peut nous faire penser, même si ce n'était pas le but recherché, que cet atelier a peut-être pu avoir un effet thérapeutique sur certains participants. Donc, et vous, Cobra Academy, est-ce que vous considérez qu'il y a eu un aspect thérapeutique dans votre travail après ce que vous avez vécu, après votre arrivée en France? Ouais. Je ne peux pas l'expliquer comment, lorsque encore je suis en train de vivre ça. Et je suis en train je suis dans le processus, peut-être, mais un peu de sentir que oui, je suis en train de me libérer. Oui, ça peut être, mais pas. Je ne sens pas toute libérée encore. Peut-être j'aurai encore besoin de temps, beaucoup plus. Mais en tout cas, oui. Surtout ici, par exemple, après avoir vécu de 5 ans ici, malgré c'était très court, mais d'être capable de réaliser beaucoup de projets maintenant. J'ai compris que j'ai eu beaucoup de chance et aussi je vis la situation où je peux dire que oui, il y a une liberté d'expression. Il y a une énormément différente et surtout que c'est apprécier mon travail, que ce qui n'était pas le cas dans mon pays ou dans mon expérience. Donc oui, ça fait. Je sens ça. Peut-être je ne suis pas capable de le décrire bien ce que je sens, mais en tout cas, oui, je sens fortement. C'est donc en vous. Est-ce que vous avez maintenant la nationalité française? Donc, est-ce que votre statut a changé vu que vous avez la nationalité française? Oui, ça fait. Oui, je possède maintenant une pièce d'identité française, plus un passeport français. Dedans moi, je sens pas beaucoup de choses différentes. Je suis la même personne, mais il y a parce que ça fait. Juste vous dire que je sens que j'ai respect. Je suis respectée. Ou je suis respectée quand je demande visa. C'était trop facile à demander. Dans 30 minutes, j'ai eu visa des États-Unis online. Et ça, je ne peux pas l'expliquer comment. C'était incroyable pour moi.
c'est impossible enfin, du coup, c'était impossible pour moi personnellement parce que ça fait 5 ans, plusieurs fois, j'étais invitée aux États-Unis pour expositions, pour conférences, etc., etc. Mais je ne pouvais jamais partir. Pourquoi? Parce que dans mon pièce, enfin, j'ai eu que titre de séjour, mais dans mon titre de voyage, il a écrit très grande que la nationalité afghane. Donc, cette nationalité afghane, il y a enfin, jugement, préjugement, je ne veux pas dire qu'est-ce qui est, mais en tout cas, dans cette statut, il y a une interdiction d'entrer dans certains pays. Et après, moi, j'ai voyagé beaucoup en France, en Europe. Quand il faut que je fasse un changement, par exemple en Kiev ou dans un peu de transition dans un autre aéroport, ça, c'est quelque chose que ça vient toujours. Malgré ces titres de voyage, qui encore c'est écrit à ma nationalité afghane, je suis dans le queue, je fais toutes les lignes, j'arrive, je montre tout, ils regardent. Lorsque encore c'est titre de séjour, mon titre de voyage n'était pas considéré ou respecté autant les papiers, les documents français, et ils regardent à moi. Ça a été toujours, c'est une réaction toujours. Ils regardent à moi. Si moi je me disais que je suis en train de dire à moi-même, ok, il est en train de regarder si je suis un terroriste ou pas. Ok, qu'est-ce qu'il va me dire? Ok, attendez-vous. Ok, j'attends, comme toujours. Tous les gens vont partir, après ils regardent un peu plus, il fait quelques recherches sur son ordinateur, après il me laisse passer. Donc, en tout cas, je sens que tout de suite, je suis respectée. Et donc, est-ce qu'avoir la nationalité française va changer la manière que vous allez appréhender vos nouveaux projets? Ça me fait penser un peu, réfléchir. Peut-être c'est aussi un peu d'être assuré que je suis en France. Je vais rester ici, je vais rester toute ma vie. C'est un sentiment inconnu pour moi que c'est à nouveau d'avoir cette expérience. Donc peut-être je suis pas capable de décrire très bien, mais en tout cas je sens que je trouve que oui, je suis ici. Et un peu, j'ai commencé à regarder quoi. Il est où mon pays? Un peu de regard, de réfléchir que je suis loin de mon pays. Je ne sais pas si ce n'est pas désespoir. Je crois que c'est plutôt d'être que oui, je suis acceptée ici, je vais vivre ici et tout. Un peu avoir un peu de commencer à avoir d'avoir accepté cette situation et l'exil elle-même. Donc ça un peu m'a donné de réfléchir par rapport à mon identité afghane. Donc, à mon avis, c'est ça que cette année, c'est trop récent que je suis en train de réaliser un projet avec, en collaboration avec un autre artiste américain qui est mon compagnon, que nous sommes en train de faire un nouveau projet artistique plutôt performative dans le médium de photographie et aussi vidéo sur notre identité. Et sur notre identité plus la relation entre les États-Unis et Afghanistan. Donc, je n'ai pas... je me demandais pourquoi l'année dernière ou l'année avant, cette idée, je n'ai pas réfléchi dans cette manière par rapport à mon identité ou mon pays et sa relation politique avec les États-Unis. Et ça est devenu essentiel aujourd'hui pour moi. Pourquoi je me permets de réfléchir sur ce projet que je suis en train de le réaliser. Donc, je crois que ça donne cette liberté et aussi cette assurance que je vis ici en France, je pars nulle part et je n'ai pas besoin de partir.
Et donc, à mon avis, c'est d'avoir une nouveau identité. Et encore, par exemple, moi-même, je n'ai jamais dit que je suis française, mais je suis en train de plus dire que je suis afghane, autrement, peut-être. Donc, ce projet n'est pas encore fini, mais je suis en train de le faire. Donc, voilà, oui. Ça me fait de réfléchir autrement. Donc, la migration peut avoir aussi différentes significations. Maria Alcala, pouvez-vous nous parler des termes complexes et multiformes que sont la migration ou les migrations, justement, on en avait parlé? Oui, et encore une très vaste question. Donc, je vais me permettre de lire la définition de l'Organisation internationale des migrations, qui est une organisation qui est liée à l'ONU. Et je la cherche, elle est où? Oui, elle est là. Ok. Donc l'Organisation internationale des migrations nous dit qu'un migrant ou une migrante est un terme générique non défini dans le droit international qui, réfutant l'usage commun, désigne toute personne qui quitte son lieu de résidence habituel pour s'établir à titre temporaire ou permanent et pour diverses raisons, soit dans une autre région à l'intérieur d'un même pays, soit dans un autre pays, franchissant ainsi une frontière internationale. Donc, la première chose à retenir, c'est que c'est un terme qui n'est pas défini dans les droits. Donc, il est un terme d'usage commun, il est un terme qui a un poids et symbolique et politique et très concret sur la vie des gens, mais il n'est pas défini de façon légale, ou il n'est pas stabilisé légalement. Et une deuxième chose à retenir de cette définition, c'est que c'est une définition très, très, très vaste. Vous voyez, c'est n'importe quelle personne qui quitte soit son lieu de naissance, donc une personne qui est née à Toulouse mais vient s'installer à Paris, est un migrant, une migrante selon cette définition, ou une frontière internationale pour toute une série de raisons. Donc, selon cette définition, une personne qui est salariée de Facebook et qui habite en Irlande et qui a un salaire incroyable, c'est un migrant. Une personne qui arrive et qui est actuellement dans son centre de rétention administrative est un migrant. Donc, on voit aussi les problèmes de cette définition tellement vaste. Et la semaine dernière, j'ai eu une discussion dans le cadre d'une journée d'études doctorales sur, en même temps, cette définition très, très, très vaste, mais qui va être utilisée de façon très restreinte. Parce que dans l'usage commun, nous n'allons pas nous référer aux salariés de Facebook en Irlande avec un énorme salaire. On ne va pas se référer à cette personne comme migrante. On va peut-être se référer à cette personne comme un expat. On va peut-être se référer à cette personne comme un international. Donc, moi, je n'ai pas la réponse, ou je crois qu'il n'y a pas de réponse, c'est une réponse qu'on construit tous et toutes ensemble sur quelles sont les catégories et quels sont les noms que nous voulons dire et donner à cela. Mais c'est important de voir, il me semble qu'il s'agit d'un phénomène très complexe, multiforme, et qui va concerner une petite partie du monde parce que si on parle des migrants internationaux et des migrantes internationales, on va parler seulement des 3,5% de la population mondiale. Donc, c'est une très petite partie qui est concernée directement, mais c'est un phénomène central et un phénomène central parce que ça touche nos relations avec l'altérité, avec ce qui est
en dehors de nous et comment faisons-nous sens de cela. Et en même temps, c'est un phénomène central parce qu'il y a tout un système et légal, et politique, et économique qui s'est construit pour regarder, explorer, étudier, souvent contrôler, souvent surveiller, souvent empêcher certains types de migration. Donc, c'était un point qui était important pour nous d'aborder ce soir avec vous. Et le temps de notre conférence est bientôt écoulé. Donc, nous avons gardé quelques minutes pour parler de vos futurs projets. Donc, Maria Alcala, pouvez-vous nous parler de l'atelier photographique que vous voulez mettre en place à l'avenir dans le cadre de vos recherches? Oui, tout à fait. Donc, c'est un projet qui s'appelle Nuestros ojos, nuestras historias. Donc, en français, c'est Nos yeux, nos histoires. Et il s'agit d'un projet qui était co-construit avec Rafael Serrano, qui est aussi un Vénézuélien comme moi, et qui est un photographe qui a une pratique et artistique et pédagogique sur l'image photographique. Et Nuestros ojos, nuestras historias est un atelier de photographie et narration visuelle. Et il est un atelier qui est conçu donc pour et par des Vénézuéliens et Vénézuéliennes. Et l'idée, c'est d'explorer et de laisser une trace de l'expérience des Vénézuéliens et des Vénézuéliennes en France. Donc, c'est un beau projet qui est mis en œuvre avec le soutien de la Maison de la photographie Robert Doisneau et grâce au dispositif Entre les images, qui est un dispositif de pédagogie et d'exploration des images photographiques soutenu en partie par le ministère de la Culture. Et nous avons eu des rencontres informelles, mais la situation sanitaire nous a fait reporter le début de l'atelier. On est en discussion, je dis on, donc Rafael Serrano et moi, nous sommes en discussion avec la Maison Doisneau, la Maison de la photographie Robert Doisneau et des Devoirs numériques, qui sont les institutions qui nous accueillent, pour voir quoi faire, qu'à faire. Donc, pour voir si nous allons faire moitié distanciel, moitié présentiel. Mais en tout cas, l'idée, c'est de réfléchir aux expériences des Vénézuéliens et des Vénézuéliennes en France, d'acquérir des connaissances aussi techniques sur la photographie et de porter un regard attentionné et critique sur les représentations des migrations et médiatiques et artistiques afin de, encore une fois, faire notre sauce et laisser trace de cela, laisser un témoignage. D'accord, c'est un bon projet en perspective. Et à vous, pour Académie, pouvez-vous nous parler de votre prochaine exposition? Donc, celle-ci aura lieu à la galerie Éric Moussel le 30 janvier prochain. Et quelles questions abordez-vous dans cette nouvelle exposition? Dans cette exposition, il y a mes œuvres plastiques. C'est des dessins en fait. Il y a une série de dessins où j'ai beaucoup concentré sur cette partie de notre vie dans ma famille où il y a un espace d'intime entre les femmes. Par exemple, moi j'ai 5 sœurs et ma mère, il y a énormément des filles à la maison. Donc, et là où j'ai beaucoup concentré sur ça et quand j'ai produit toutes ces séries dans mon studio, il y a autre part ma mère online qui j'ai fait tout le temps l'échange et un peu et je me disais que pourquoi je suis en train de concentrer sur cette relation que j'ai ma mère avec ses filles ou avec ses amis, ses copines qu'elle a construire au sein d'une famille ou la société hyper patriarcale. Et du coup, j'ai un peu dit, mais qu'est-ce qui se passait dans cet espace intime entre les femmes? Et il y avait beaucoup d'expressions, beaucoup de
beaucoup de, comme on dit, des récits à raconter, je vous dis que donc ces dialogues en général, elle avait été hyper sexuelle, tout tabou, et par exemple, quand je l'ai écrit, et je fais l'échange avec ma mère, j'ai écrit mon projet à moi-même, mais je l'ai eu en face de moi un récit tout pornographique. Il vient d'où? Mais d'après ma mère, qui est tellement religieuse, en plus, une bonne femme afghane, elle a toutes les qualités d'une bonne femme dans la société afghane. Donc, cet espace-là, je concentrais beaucoup dans cet espace intime entre les femmes. Et par exemple, juste j'ai intitulé mon expo From Two-Page Book, deux pages livres, quelque chose comme ça, mon français n'est pas très bien. Et c'était, en fait, elle-même, c'est une expression que ma mère, elle a inventée. Donc, j'ai intitulé ça, mais dans toute cette série, petit à petit, une sorte d'illustration, ou quelquefois, on n'est pas tellement illustration, mais un peu montrer cette monde imaginaire dans ce dialogue entre les femmes, qui est toute sexuelle, qui a tout autour de... par exemple, quand j'étais enfant, moi-même, juste de donner un exemple, quand j'étais enfant, on était en train de jouer, mais il y a une séparation entre les filles jouent avec les filles, les garçons tout en dehors, dans la rue, ils jouent. Quand les copines de ma mère, ils sont venues juste en buvant thé, il y a un peu gossip par exemple, oui, cette voisine, elle a fait ça, cette voisine, elle a fait ça. Et il y a un peu quelquefois quand ils rigolent, ils disent les blagues, ils sont que les blagues sexuelles. Ils sont tous là décrire leur mari, la relation sexuelle qu'il a avec son mari. Bien sûr, ils ne le voient pas, ils ne rencontrent pas énormément des hommes, ils ne sont pas libres, mais ils arrivent à rire et il arrive à se moquer dans leur vie sexuelle. Donc, on croit qu'il n'y a pas cette dimension, n'existe pas, mais ça existe énormément. Et ils sont très libres dans leur imagination. Par exemple, il avait c'est apparu dans mon travail, il y a aussi un peu de humour. On va devoir passer aux questions du public. Désolée de vous couper. Mais merci beaucoup de vos réponses. Et donc, Camille va lire les questions du public. Alors, vous me voyez? Non. Oui. Oui. Si? Ok, super. Excusez-moi, bonsoir. Alors, on va pouvoir passer aux questions du public. On aura une quinzaine de minutes. Donc, on va procéder en fonction des votes des spectateurs sur les questions. Donc, on a une première question pour Cobra Academy. Est-ce que vous considérez qu'il y a eu un changement radical dans votre pratique artistique après votre migration? Et si oui, lesquels? Migration ici? Oui. Est-ce qu'après votre migration en France, il y a eu un changement dans votre pratique artistique? Oui, la liberté que j'ai ici. Mm-hmm. Et l'appréciation que j'ai. Enfin, c'est ce que j'aurais su. Oui, je ne sais pas si j'ai répondu ou pas, mais oui. Laquelle d'avoir un espace de travailler, un énorme studio, mais à Kaboul, était dans mon petite chambre, dans l'appartement à Kaboul. Et par exemple, j'ai eu dans mon appartement parce qu'une fois, mon ceiling avec la pluie qui vient de l'eau, et j'étais pas à la maison, mais colocatrice, elle n'a pas osé d'amener le personne de propriétaire pour fixer le problème. Quand le soir, je retournais, je dis ma chambre est plus pire que d'autres chambres, pourquoi tu ne peux pas montrer? Elle m'a dit il n'y a que l'image de Pinas dans ton travail, il n'y a que Vagina.
Sur tes murs, il y a que des dessins, tes croquis, mais qu'est-ce que je peux amener? Voilà, il y a censure, mais il n'y a pas censure, donc gros changement. D'accord. On a une seconde question pour Maria Alcala. Votre migration, Votre migration a-t-elle influencé vos recherches et est-ce qu'il y a une différence que vous avez pu remarquer entre les pratiques photographiques au Venezuela et en France? Ok, merci pour cette question. Donc, oui, effectivement, comme je l'ai dit au début, c'était même les déclencheurs de la recherche. Après, la recherche a pris son chemin, mais les déclencheurs étaient cette expérience en tant que vénézuélienne en France, équipée d'un smartphone. Après, il y a aussi des risques quand on est des risques scientifiques, quand on se sent parfois proche de son sujet. Mais bon, c'est pour ça que la réflexivité et la rigueur scientifique sont tellement importantes. La différence des pratiques photographiques entre le Venezuela et la France, bien sûr, il y en a. Je crois que si je commence à revenir sur cela, on pourrait partir assez loin. Je vais juste dire que, comme je l'ai dit, pour les publics migrants et migrantes, en même temps, il y a des différences et en même temps, il y a des points en commun. Mais moi, je dirais qu'une des choses qui va conditionner beaucoup la pratique en France et au Venezuela, c'est donc la présence de la délinquance, donc le fait qu'on ne peut pas se balader ou c'est un sport de haut risque, se balader avec un téléphone dans la rue, ou se balader dans la rue tout court. Et aussi, si on voit moi, je n'ai pas les statistiques en tête, donc je ne peux pas vous dire de façon très, très, très précise, mais il y a aussi des questions des connexions Internet, de vitesse. Le Venezuela a une des pires vitesses, c'est-à-dire un des débits d'Internet qui sont les plus bas au monde, et cela va aussi conditionner les pratiques parce que, comme on a dit, les pratiques, c'est pas seulement que prendre des photos, c'est aussi les partager, c'est aussi, etc., etc. Donc, cela a un impact aussi. D'accord, merci. Encore une question pour vous, Maria. Quelle place occupent au sein de votre recherche ces ateliers d'altération physique de l'image et les prises de parole ou la pratique créative employée sont-elles des appuis pour vos études ou s'agit-il d'une pratique plutôt annexe? Pour l'instant, il s'agit d'une pratique annexe. Donc ça, c'est une expérience très ponctuelle que j'ai faite et il ne s'agissait pas seulement Il n'y avait pas de personnes syriennes d'ailleurs dans l'assemblée ce jour-là. En même temps, c'est un désir. Donc le désir est de prolonger ce type de recherche par des expériences de recherche-action et ou des opportunités ou la pratique artistique ou en tout cas l'intégration du corps et de la manipulation. Moi, je crois beaucoup aux gestes et au rôle que les corps peuvent jouer dans la connaissance. Donc ça, c'est un but. Mais il y a aussi les contraintes de la thèse et de l'enseignement. D'accord. Ensuite, une question pour Koubra qui concerne votre pratique artistique d'une manière plus générale. Comment concevez-vous le lien, l'articulation entre votre pratique picturale et votre travail sur la performance? Ça veut dire qu'est-ce qu'il y a lien entre mes pratiques picturales et mes... Oui. Il y a dans les 12, il y a moi-même. Mais dans l'espace, c'est différent, bien sûr. C'est où je performe, par exemple, ça dépend c'est où et comment, parce que j'utilise différents espaces. Et donc, plutôt dans mon travail de dessin, c'est plutôt encore, il y a corps, il y a moi-même qui est au centre.
Mais c'est plutôt dans l'imagination. Donc, il y a une autre liberté. J'ai deux différentes libertés autre liberté dans performance et peut-être totalement autre dans le travail pictural. D'accord. Une question pour Maria. Serait-il possible de nous partager des références concernant les représentations médiatiques des migrations récentes, s'il vous plaît? Ça, je pense qu'on peut le marquer dans le chat. Ah, votre micro est coupé, Maria. Voilà, j'avais les micros occupés. Donc, je vais écrire ça sur le chat. On peut passer juste à la question suivante, mais je vais juste dire que je vais noter quelques références en anglais, quelques références en français, et une référence en anglais qui est, disons, qui n'est pas toute récente parce qu'il s'agit d'une référence de 2001, mais il me semble que c'est une référence tout à fait intéressante parce qu'il s'agit d'une référence sur la façon dont donc, les personnes donc les Britanniques qui s'installent en Espagne, donc dans la Costa del Sol, sont perçus et sont représentés par les médias britanniques. Donc, on parlait tout à l'heure d'émigration comme un phénomène complexe, multiforme, etc. Et il me semble que ce type de référence est très intéressant afin de saisir la complexité du phénomène. D'accord, merci. Là, je pense que c'est une question pour Koubra, mais dites-moi si je me trompe, il n'y a pas le nom de l'intervenante. Comment avez-vous fait pour avoir un studio pour créer votre art en tant que migrant? C'est compliqué en étant migrant, étudiant étranger. Quel effet a eu la migration? Est-ce que tu pourrais dire tout simplement quelle est la question? Ça veut dire comment est-ce que vous avez fait pour avoir un studio pour travailler en tant qu'artiste migrante? Ici? Oui, en France, pardon. Dès que je suis arrivée, je suis en train de faire résidence artiste une après autre. J'ai eu de la chance. Ouais, courte, longue. Par exemple, moi, j'ai vécu à la Cité internationale des arts pendant 2 ans avant d'aller au Brésil. Et après le Brésil, je suis arrivée ici. Donc, je suis en train d'habiter dans la résidence d'artiste. Très bien. Je pense que c'est une question peut-être un peu similaire, mais on peut rajouter quelque chose, Koubra, sur l'effet de la migration sur les pratiques artistiques. Et est-ce qu'en France, vous êtes totalement libre dans les performances, plus particulièrement? Par rapport, si le compare avec mon pays, il y a c'est extrêmement différent. Beaucoup, beaucoup. En France, oui, je suis, sauf une fois, je ne fais pas une performance à Roubaix. C'était dans le cadre d'un festival qui a lieu dans toutes les régions du Nord. Du coup, ils ne m'ont pas laissé de faire cette performance. C'était Eve is a Seller. C'était une performance où je vends les légumes et les fruits sexualisés d'Eve. Et je suis en tant qu'Eve et vendeuse mais je l'ai fait dans une autre ville en France. Ça ne veut pas dire que je n'arrive pas à le faire, mais en tout cas, dans cette ville, elle ne m'a pas laissé. Donc, je l'ai fait à Lille, au lieu de Roubaix. D'accord. Ton expérience. Mais sinon, oui, j'étais totalement libre. D'accord, merci. Là, c'est une question plus large sur le terme, justement, l'essence que recouvre le terme de migration dont on a parlé tout à l'heure. Pensez-vous que des logiques de racisme sont au cœur de nos différentes appréhensions de ce terme? Ok, donc pour répondre à cette question, je vais vous chercher la référence exacte, mais je vais vous renvoyer aux travaux de Christine Baratz. Donc, Christine Baratz a commencé à remarquer, à identifier ce qu'elle appelle un glissement dans la façon d'utiliser le terme en France spécifiquement.
Et à un moment donné, donc, selon Christine Baratz, à partir des années 70-80, on va commencer à utiliser le terme immigrés et migrants. Et bon, on pourrait parler encore d'un autre glissement maintenant quand on parle des migrants et de la crise migratoire, etc. Mais donc, elle va dire qu'un glissement, c'est quand on veut dire une personne racisée, on va essayer de passer par cet euphémisme de la migration et des immigrés. Donc, il me semble qu'il y a des questions de discrimination et de racisme. Après, je crois que pour chaque terme et chaque contexte, il faudrait faire des études plus poussées afin de donner des réponses plus spécifiques. Mais la réponse toute courte est ce que je pense que oui. Voilà. D'accord, merci. Du coup, on a le temps de passer à la dernière question qui est qu'en est-il de la création artistique matérielle ou immatérielle pendant le processus de migration et son rôle? Peut-être vous pourriez toutes les deux répondre, mais pour le formuler, peut-être Koubra, est-ce que vous avez compris la question? Non. Alors, comment dire ça? Pendant le processus de migration, c'est-à-dire pas avant et pas après, mais vraiment pendant qu'on arrive dans un pays comme ça, quelle est la place de la création artistique, matérielle ou immatérielle? Est-ce qu'il y a une création pendant le processus de migration ou est-ce qu'elle est inexistante? Oui, oui, oui. En tout cas, moi-même, dans mon expérience, et ça, c'est peut-être tout le monde est comme ça, mais moi-même, quand je fais performance, je marque, enfin, beaucoup de mes performances, elles n'ont pas besoin d'avoir un budget, un argent, mais je fais des performances, par exemple, personne m'a payé pour, au début, par exemple, pour beaucoup de performances que j'ai fait pour moi-même. Mais je ne dis pas que je fais pour moi-même. Je l'ai fait, par exemple, cet espace-là, il avait il y a potentiel pour moi. Par exemple, c'est celle que j'ai fait avec. Il y a une seule que j'ai fait. Le lumière, trafic lumière sur ma tête. Et je marche, c'était 2016 à Paris. Ce n'était pas dans le cadre d'un festival ou quelque chose. Je n'étais pas invitée, mais j'ai fait pour moi-même, enfin, pour la ville et pour le projet elle-même. Donc, nous sommes artistes, on crée tout le temps, je crois. Soit avec matériel, soit sans matériel. Ouais. Si on a l'argent, on achète un peu plus de matériel, mais quand on n'est pas, en tout cas moi-même, à mon travail, je fais tout le temps. Ok, super. Maria, peut-être que vous voulez apporter une réponse? Non, je crois que Koubra l'a dit très bien. D'accord, merci. Elle a très bien dit. Bon, on a terminé les questions du public. Merci beaucoup. D'accord, merci à vous, Koubra Academy et Maria Alcala, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir apporté votre éclairage sur le sujet. Donc, nous vous souhaitons une très bonne poursuite dans vos projets respectifs. Merci à tous d'avoir suivi cette conférence en ligne sur Zoom ou sur Facebook. Avec mon équipe, Ambre, Jeanne, Justine et Camille, nous souhaitons également remercier le Carreau du Temple qui a rendu possible cette webconférence, ainsi que Marco Dall'Omodarm. Vous pourrez retrouver très prochainement le podcast de la conférence dans son intégralité sur Facebook, YouTube et SoundCloud. Les rencontres de la Sorbonne, organisées par les étudiants du Master Direction de projet et d'établissement culturel de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, vous donne rendez-vous le lundi 8 février pour la prochaine conférence « Une légitimité artistique confrontée à la construction de la diversité ». Merci à vous et à bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée.